Alors c'est la période qui a d'abord été inédite. Et ce qui a été inédit, c'est de me retrouver en famille pendant 2 mois. Donc j'ai 4 filles. C'est vrai que j'ai été depuis quelques années très pris par mon travail. En tout cas, ça s'est accéléré beaucoup, et notamment depuis un an, depuis que j'ai la présidence de Biocop. Et donc cet inédit m'a fait me rappeler à tout ça, à ce plaisir d'être en famille et aussi au partage du quotidien, alors notamment pour l'école à la maison, voilà, partager le quotidien de mes filles. Et du coup, ça m'a beaucoup questionné cette période inédite. Alors je pense que c'est un accélérateur, ces questions étaient déjà très présentes, hein, l'équilibre perso, professionnel, la vie à Annonay, je vis en Ardèche, beaucoup de déplacements à Paris, 3-4 jours par semaine depuis quelques mois. Et donc cet inédit-là fait accélérer les choses et je pense que je ferai autrement demain. Je commence à rentrer dans une spirale uniquement de l'action, action, agir et parfois du coup subir. Et là, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pu prendre du recul sur ce qui était important, tant au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Du recul avec Biocop. C'est étonnant peut-être pour un président de dire ça, mais prendre un peu de distance et me rendre compte aussi de ce qui était important pour Biocop et de mon utilité et du sens que je pouvais amener dans mon rôle pour Biocop. Enfin, c'est sans ambition personnelle particulière, mais pour mon investissement et que mon équilibre sera aussi important dans le rôle que j'aurai à jouer pour Biocop. Là, je vais parler en tant que président de Biocop. Évidemment, il y a eu beaucoup de changements autour de la consommation. Et encore une fois, je pense que c'est un accélérateur. Ce n'est pas forcément une nouveauté. On n'est pas forcément dans un nouveau monde, mais on voit bien que les choses doivent changer vite, vont changer vite, j'espère en tout cas. Et donc là, on a deux modalités de changement sur la forme des achats bruts, le besoin, l'envie de cuisiner, de partager, et puis peut-être l'obligation, hein, vu que les restaurants étaient fermés. Et ensuite, les modalités de consommation, donc avec un développement du e-commerce, même chez Biocop. Puis on voit aussi un mouvement un peu de fond, alors qui est souvent lié aux crises, mais ce besoin de se raccrocher à l'utile. Et donc, on a entendu parler encore plus de circuits courts, de la qualité bio, de la qualité des produits. On a même vu les grands distributeurs se rappeler à la production française. On sent toute une interrogation autour de ça et des questionnements autour de consommation et citoyenneté, que ma consommation est aussi un acte politique et que par ma consommation, je peux changer les choses. Et donc, en chaîne, on arrive au modèle coopératif. En tout cas, moi, c'est là où je suis vraiment ravi que ces questions-là soient sur la table aujourd'hui. En tout cas, elles sont très prégnantes parce qu'on peut mettre en avant la résilience du modèle coopératif. Et là, Biocop a quand même pas mal de choses à dire. On a choisi ce modèle-là de partage de la valeur, de la richesse, d'intégration de plusieurs sections, on appelle ça des sections, hein, mais du monde agricole, des magasins, des salariés, des consommateurs qui sont dans la gouvernance de Biocop. Et ça a amené évidemment de la résilience. On se rappelle souvent au modèle coopératif en temps de crise. On va voir les salariés quand les entreprises sont à la limite de la faillite et on va voir les salariés en disant mais faites une scope, montez-vous en scope, reprenez votre entreprise, etc. Donc, on va se le rappeler. En tout cas, ce modèle permet, au-delà des intérêts divergents de court terme, de construire un moyen terme, le long terme, de dépasser le court-termisme, souvent lié uniquement à une ambition de retour sur investissement ou de création de richesse pour des intérêts particuliers. Là, on a forcément un intérêt collectif. La coopération va servir une entreprise commune qui dépasse les intérêts personnels, les intérêts particuliers. Alors là, mes réflexions, elles vont concerner beaucoup les entrepreneurs et le rôle de l'entreprise, mais de l'entreprise en général, hein. Moi, je n'exclus aucune entreprise. Une association est une entreprise, une coopérative est une entreprise et une SA est une entreprise. Enfin, de monter un projet commun qui crée de la valeur et de la richesse et pas uniquement financière. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est on se rappelle aujourd'hui à ces circuits courts, à des ambitions autres que uniquement faire de l'argent. Bah, chiche, écrivons-le dans nos textes, écrivons-le dans notre statut, impliquons les parties prenantes dans le projet, questionnons les fournisseurs, les clients et toutes les personnes concernées par l'entreprise. Idéalement, on pourrait aussi, dans nos entreprises, interroger la planète. Quelles externalités
on a pour la planète, et puis le social, évidemment, quel rôle social l'entreprise joue. Donc, la première chose qui est importante pour moi, c'est d'écrire ces ambitions-là. Alors, on peut appeler entreprise à mission, entreprise à valeur, entreprise de l'ESS, il y a plein de noms, et puis il faut dépasser, à mon avis, toutes ces petites divergences internes de terminologie, etc. On a besoin d'y aller tous ensemble. Écrivons-le dans les textes et que ce soit surtout opposable par des tiers, par les parties prenantes. C'est-à-dire, une fois que l'entreprise a mis ça comme ambition, elle en est comptable vis-à-vis des parties prenantes. La deuxième chose, ce serait les externalités positives et négatives. Donc, il est important d'en tenir compte dans l'activité de l'entreprise. Et là, il y a forcément deux leviers, selon moi. La question de la comptabilité. Aujourd'hui, la comptabilité ne prend en compte que le financier, le comptable. Derrière, toute la valeur, par exemple sociale ou écologique, n'est absolument pas intégrée, voire même au contraire, parfois polluer et détruire est créateur de valeur comptable, mais destructeur d'autres types de valeurs. Et de cette comptabilité peut découler une fiscalité engageante, c'est-à-dire que s'il n'y a pas que le compte de résultat, avec le résultat qui est le socle de toute fiscalité, on va pouvoir fiscaliser les externalités négatives ou défiscaliser les externalités positives. Et donc, ça amène à une réflexion plus globale qui serait peut-être cette troisième proposition, c'est que Bercy devienne le ministère de l'économie sociale et solidaire. Et donc, au final, ne plus distinguer solidarité et entreprise et reconnecter le social et l'économique. Ce serait un formidable pas en avant et une belle image pour Bercy. Ce qui est intéressant et la question que je me pose moi, alors vis-à-vis de moi-même, hein, c'est de ne plus m'excuser, en tout cas de porter une parole, pas parce que on pèse tant ou pas tant ou autre qu'on n'a pas exprimé différentes choses. Je pense qu'on est dans un mouvement d'accélération. Les sujets intéressants, en tout cas motivants pour la transformation, sont sur la table. Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes là. Un autre monde existe. J'ai vraiment le souhait de m'engager notamment avec le Move, être administrateur du Move, parce que je pense qu'on a besoin d'alternatives presque syndicales, c'est-à-dire de représentativité de ce mouvement, de l'ESS, des entreprises à mission, qui a besoin d'exister politiquement. Et là, c'est un peu à côté de Biocop, mais pour moi, c'est un vrai engagement et je vais essayer d'y consacrer le temps que je peux. Et ensuite, dans un sens très progressiste, mais je pense que notre monde a besoin de radicalité, d'une forme de radicalité. Alors, Biocop l'a été, Biocop l'est encore, c'est-à-dire avoir des positionnements assez clairs, saillants, qui nous permettent vraiment de transformer et d'embarquer avec nous toutes les personnes qui ont envie de ce changement et qui ont envie de le porter. Ce qui me travaille beaucoup en ce moment et ce que je trouve qu'on pourrait creuser, c'est de la question de la décroissance. On sort d'un monde où la croissance a été reine et la décroissance fait peur. Dans l'imaginaire, ça serait un retour en arrière, il faudrait revenir à la charrue. Et moi, je pense qu'on peut allier décroissance et développement. Et puis Biocop en est certainement un exemple. On peut consommer moins mais mieux, donc continuer à croître. Moi, je n'ai pas peur que Biocop, en tout cas, je ne cache pas une certaine ambition pour Biocop, c'est-à-dire de peser peut-être 3 milliards, 4 milliards de chiffre d'affaires, 1000 magasins. Bon, c'est du développement parce qu'il y a une demande, il y a une ambition sociétale, il y a du sens aussi au développement de Biocop. Mais on peut consommer moins de viande, plus chez Biocop, moins de viande industrielle, plus de viande bio, artisanale. Et donc là, bon, j'ai un livre à côté de moi, le livre d'Éloi Laurent qui s'appelle Sortir de la croissance, mode d'emploi. Voilà, donc j'essaie de me questionner sur ces sujets-là et de sortir du milieu très écolo-radical. Je pense que c'est une vraie question et de toute façon, on n'aura pas de choix. Il va falloir faire décroître la pression sur la planète et accroître ces notions de bien-être, d'utilité, de plaisir. Un autre monde est possible, il est encore temps de construire ensemble, mais plus on attend, plus la situation amènera un peu d'extrémisme. C'est-à-dire on risque de tourner vers une situation où le non-choix nous obligera. Et là, on n'est pas encore obligé, on a encore le choix. Voilà. Après, ça demande beaucoup de courage, de renoncement, certainement. Voilà, donc j'espère en tout cas que toutes ces personnes qui pensent ces phénomènes-là seront écoutées, que ce soit les scientifiques, les experts divers et variés, mais surtout les philosophes, les sociologues,
Et certains économistes, peut-être pas tous, mais certains économistes nous permettent de construire ce monde-là plus résilient et plus décroissant.